Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Le Fonds arménien de France continue son chemin et année après année, des projets naissent, d'autres se développent, donnant à l'Artsakh et à l'Arménie l'espoir d'un avenir meilleur grâce à l'amélioration des infrastructures. Pour développer le pays, un numéro de téléphone, le 0810 24 24 24, qui vous permettra de faire un don à tout moment pour contribuer à cet élan de solidarité arménienne. Le Fondéton 2017 se poursuit et après des entretiens jeudi et vendredi avec des responsables du Fonds en Arménie, nous voici ce matin entourés de trois des responsables du Fonds arménien de France. Arutun Kevorkian, secrétaire national du Fonds arménien de France, Pierre Miran Kurkjian, chargé de mission dans le cadre du programme solaire en Arménie, et Suren Kevorkian qui va nous rejoindre dans quelques instants, directeur du Fonds arménien de France. Et nous serons en ligne durant cette émission avec Jean-Jacques Guillet, qui est le président du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France et qui est à la fois maire de Chaville. Nous serons en ligne également avec Rafi Ekimian, qui est chargé de mission dans le cadre du programme solaire en Artsakh et qui sera avec nous depuis l'Artsakh. Et nous contacterons, comme tous les ans, les quelques centres d'appel à Lyon, à Paris, à Marseille et à Toulouse pour avoir en direct les dernières informations sur la mobilisation, sur les sommes. Ça nous intéresse également. Arutun Kevorkian, quelle est l'ambiance d'abord, bonjour messieurs. Bonjour. Quelle est l'ambiance cette année dans les centres d'appel? Est-ce que on est toujours entouré par ces centaines de bénévoles qui viennent donner un coup de main à ce Oui, on peut dire que au fil des ans, il y a une certaine fidélité des bénévoles. Il y en a beaucoup qui reviennent. Il y en a certains qui travaillent avec nous depuis une quinzaine d'années, toujours très motivés. Alors, on va parler avec les centres, ils nous donneront meilleures indications sur l'ambiance, mais j'y étais les jeudis et vendredis et on était dans les normes habituelles. Ce matin, à 10h, on était à peu près à 825 000 euros de collecte, c'est-à-dire on est dans la norme des années précédentes à peu près. Donc on peut pas dire qu'il y a un relâchement, il y a une stagnation ou une fatigue. Au contraire, les gens sont toujours là, ils sont habitués tous les ans à cette campagne. Lorsqu'on téléphone, on prend un peu la température d'une société, on prend la température même de la communauté arménienne de France, et l'observation qu'on peut faire, c'est que ils sont vraiment les donateurs ont une sorte d'accoutumance, d'addiction même. Ah, c'est le fond. Ah, c'est vous. Ah, oui. Je suis prêt. Ils nous attendent en quelque sorte. Et il y en a même qui anticipent nos coups de fil et qui ont déjà envoyé leur chèque. On a, en tout cas, la pédagogie devient vraiment basique. La plupart ont lu déjà le courrier du fonds qui donne des indications sur le programme donc à venir. À quoi est dédié le fonds de cette année? On n'a pas de souci particulier. On rentre très vite dans le vif du sujet. Et il y en a même qui nous poussent. Ils donnent rapidement leur somme et ils disent ne perdez pas de temps avec moi. Appelez le suivant. Bon, voilà, il y a. Je dirais qu'il y a un mot peut-être qui caractérise notre relation, c'est qu'il y a une certaine complicité entre les donateurs et le fonds arménien. Bon, en fait, on est un peu leur bras armé, celui qui est chargé d'opérer sur le terrain
ce que nous projetons ensemble. Alors, Suren Kevorkian vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Suren, alors, justement, tout ceci est le signe d'une confiance. Sans la confiance, rien ne peut se faire. Comment peut-on mesurer année après année cette confiance qui s'est instaurée, on peut le dire clairement aujourd'hui? Oui, en fait, pour l'essentiel, c'est l'explication que l'on donne des projets que l'on réalise en Arménie. On organise un voyage annuel du Fonds arménien, donc en Arménie, au Karabakh, et on montre aux donateurs ce que l'on fait, en dehors du journal Le Courrier. Et donc, en voyant ce qui est fait avec les fonds collectés, les donateurs sont enclins à donner et à redonner. Donc ça, c'est un point essentiel pour cette confiance qui règne. Il y a un aspect transparence, en fait, entre les travaux réalisés et les dons qui sont faits. Voilà pour ça. Alors, la confiance est très importante et je discutais avec Ara Vartanian, qui est le directeur exécutif du fonds arménien, le grand fonds arménien, je parle pas du fonds arménien de France, et il me disait, nous avons 2 audits qui se font, techniques et un audit financier. Alors, comment ça se passe par rapport au projet du Fonds arménien de France? Comment assurez-vous l'audit pour être sûr que chaque centime est bien utilisé? En fait, donc, il y a le Fonds Ayastan est audité par une entreprise qui s'appelle Grant Thornton, qui est reconnue au niveau international. Donc, il y a un aspect financier où on voit les mouvements de fonds qui se font entre les différents fonds arméniens. Il y en a 25 dans le monde entier, et ce qui est reçu donc en Arménie au Fonds Ayastan. À partir de là, donc, il y a des projets qui sont chiffrés. Par exemple, je vais prendre un exemple, c'est le cas de la ville d'Alfortville et de son ancien maire René Rouquet, qui finance depuis 3 ans la reconstruction de l'école d'Oshagan. Donc, à partir de là, tous les fonds qui sont dédiés à cette opération sont envoyés en Arménie. Il y a un projet chiffré qui a été établi et le projet avance au fur et à mesure du déblocage des fonds. En dehors de ça, donc, ça c'est pour l'aspect... Il faut juste rappeler qu'après René Rouquet, ce même travail s'est poursuivi avec Luc Carvounas et se poursuit encore aujourd'hui avec tout à fait, Michel absolument. Donc ça c'est pour l'aspect financier. Sinon, il y a ce qu'on appelle un audit physique. C'est-à-dire que vous avez des entreprises spécialisées en Arménie qui se rendent sur le terrain et qui vérifient si effectivement la facture numéro X où il y a un achat de par exemple 3000 sacs de ciment ou des toupies de béton ont été employés pour l'école. Est-ce que ça n'a pas été par exemple exagéré, etc. Donc il y a un suivi très très rigoureux. Et s'il y a un suivi, est-ce qu'on capte des anomalies? Ou est-ce que parce qu'on sait qu'il y a un audit derrière, donc les choses se passent plutôt correctement? Écoutez, il y a quand même un point important. Ça fait 25 ans que le fonds arménien existe. Et le plus significatif est que dans toutes les constructions qui ont été faites, il n'y a rien aujourd'hui qui permet de dire que ce sont de mauvaises constructions. Ce sont de bonnes constructions. Il y a quelques points où on a des difficultés. Par exemple, quand on construit une route de 120 kilomètres, il y a des tronçons qui sont abîmés, mais c'est un problème de terre et c'est résolu en fait. Pour toutes les écoles, les centres communautaires et autres constructions, il n'y a aucun problème. C'est du travail qui est bien fait. Et pour en finir aussi, c'est que le Fonds Ayastan donc fait des appels d'offres transparents dans le cadre de ces réalisations. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, ça m'apprendra. Donc par rapport à la confiance, les appels d'offres, c'est aussi un élément déterminant. Bien sûr, absolument. Alors, moi je vais reprendre les appels d'offres justement. Est-ce que vous faites des appels d'offres auprès d'entreprises arméniennes? C'est-à-dire là, le but aussi, c'est d'encourager l'économie à travers l'argent. Bien sûr.
Oui, c'est évident. Ce sont des entreprises arméniennes qui travaillent pour les réalisations du fonds Hayastan en général. Et c'est vrai que avec les montants qui sont financés et la quantité des réalisations, des constructions, on est devenu un employeur assez important, tant en Arménie qu'au Karabakh. Voilà. Très bien. Il était très important aussi de voir, on parlera tout à l'heure de la formation, puisque il y a l'école l'EPIM, l'école Yeznik Mozian, à qui vous allez donner de l'emploi, parce que ces enfants qui grandissent, qui se forment, finalement il faut qu'ils trouvent des emplois. Et le solaire dont on parlera aujourd'hui est une des débouchés pour cette école, mais pas la seule. Bien entendu. Alors, nous avons 3 thématiques cette année à Altun-Kevorkian. La Syrie, parce que le Fonds arménien continue à aider les Arméniens d'Alep essentiellement, mais pas que peut-être, vous allez nous l'expliquer. Il y a ce travail extraordinaire, ce projet pilote pour l'Arménie qui est le Davouch, ce que vous avez pu réaliser. Peut-être que les gens ne prennent pas vraiment conscience, parce qu'il faut voir, il faut vous parler tout le temps pour s'apercevoir que c'est un travail gigantesque que vous avez réalisé et qui se développe. Et puis il y a le solaire. Donc moi je souhaite qu'on parle de la Syrie, parce que la situation s'est calmée, mais on ne sait pas ce qui peut arriver encore demain. Oui, la situation politique est loin d'être fixée, mais en parlant plus spécifiquement des Arméniens d'Alep, il y en avait probablement entre 10 et 12 000 il y a quelques mois. Bon, vous savez que c'est en décembre dernier que Alep s'est un peu libéré. Il y a eu des progrès considérables depuis. Il y a même des écoles qui ont été déjà restaurées. Bon, nous nous étions concentrés pendant 5 ans en finançant annuellement les salaires des employés et des enseignants des 4 écoles sur lesquelles étaient regroupés donc les enfants des familles restées à Alep. On va dépasser donc ce stade en 2018. En 2018, nous avons prévu, et il y a eu une réunion donc qui a été organisée à Beyrouth au Catholicosa de la grande maison de Cilicie le 29 avril, à laquelle était présente Bedros Terzian, notre président du Fonds arménien de France, et il y a eu des discussions très concrètes sur les premières démarches à accomplir pour relancer non pas le système scolaire, mais relancer la vie économique et sociale de la communauté arménienne d'Alep. Et un des projets majeurs sur lequel nous allons nous concentrer, c'est l'élaboration donc d'un projet de microcrédit plus spécifiquement destiné aux artisans et en partie aux commerçants, pour qu'ils puissent se rééquiper, retrouver une petite trésorerie. Donc ce ne sont pas des subventions. Ça va être probablement des prêts à taux zéro. Voilà. Il y aura peut-être des négociations avec des banques locales à voir. En tout cas, on va se porter garant de ces opérations. Et comment se fait la coordination avec les structures locales? Alors, on conserve. Là, il y a unanimité là-dessus. Nous allons conserver la structure qui a été créée pendant la guerre, donc à Alep, qui est présidée par Monseigneur Shahan Sarkisian, mais qui englobe les 3 communautés religieuses, catholiques et évangéliques également, mais également toutes les associations comme l'UGAB, le ROM, etc. Donc, c'est ce corps qui a, pendant la guerre, au moment difficile, géré les aides qui arrivaient de l'extérieur et qui a organisé la répartition avec on va dire des sections. Il y avait une section qui était consacrée au scolaire, une autre à la nourriture, une autre aux questions sanitaires et d'hygiène. Ils vont continuer à travailler dans cet esprit et mais on est à peu près tous unanimes à dire que la meilleure manière de relancer une vie communautaire à Alep, c'est de donner les moyens à ses membres d'avoir une activité professionnelle
Tout commence par l'économie. Pour retrouver le modèle arménien Alors habituel. vous avez consacré 2 pages, 2 belles pages à ce qui se passe et à ce que vous comptez faire en Arménie dans le courrier donc En du Syrie. Fonds arménien de France, Oui. en Syrie. Oui. Donc voilà, donc c'est 2 pages pour ceux qui n'ont pas reçu ce bulletin parce qu'il Oui. est dispatché à 40 échelles. Hein. Oui. Donc voilà, 2 pages très intéressantes et qui nous donnent une idée mais très globale sur la situation. Ce qui est important aussi, c'est de parler de la phase de reconstruction dont le monseigneur Shahan Sarkissian a parlé autour de cette table il y a quelques mois. La guerre étant terminée, espérons qu'elle ne va pas reprendre, qu'il n'y aura pas de phase, parce que là, le Moyen-Orient vit des moments un peu troubles et incertains. Quel est le grand schéma de reconstruction d'Alep? Et je ne parle pas que de reconstruction du quartier arménien, du quartier bien arménien, entendu. mais Oui. mais je voulais dire pas que de bâtiments. La reconstruction, c'est aussi faire revenir les gens à Alep, ceux qui sont partis au Liban, en Jordanie ou ailleurs. Les derniers échos qu'on a eus, c'est qu'il y a un peu de retour, un petit peu. Mais le problème majeur, c'est ce que j'ai dit, c'est la situation économique. La situation économique, pour l'instant, reste assez catastrophique. Et par exemple, il y avait énormément de commerçants arméniens autour de l'archevêché de l'église des 40 martyrs et le vieux Alep. Et là, ces commerçants, ils ont pas repris. Ils ont pas repris parce que tout autour, c'est destruction. Donc, il y a eu des déclarations internationales, par exemple de l'Union européenne, en annonçant que ils allaient investir des sommes importantes dans la reconstruction en Syrie et plus spécialement à Alep. Mais pour l'instant, il y a absolument rien de concret. Et quand on regarde les sites de l'Union européenne, on ne voit pas de budget clair qui se dégage pour l'instant. Il y a évidemment un arrière-plan politique qui nous échappe en partie. Si la reconstruction démarre, nous sommes persuadés justement que les Arméniens auront un rôle important à jouer dans cette reconstruction et ça peut même leur être bénéfique. Alors, c'est pas que le Fonds arménien de France qui apporte un soutien aux Arméniens d'Alep, mais aussi d'autres structures du Fonds arménien de France. 700 000 € en tout, pour l'instant, ont été étalés depuis 2012. Alors, exactement. la question, est-ce que c'est une action permanente pour les années à venir pour le Fonds arménien de France? Très probablement. Il est exclu qu'on cesse notre soutien. Il pourrait même prendre de l'ampleur en fonction de l'évolution de la situation. Ce qui se dégage en fait des demandes de la partie arménienne d'Alep aujourd'hui, pour eux la priorité absolue, c'est d'essayer au moins de restaurer ou de réparer des appartements, des domiciles qui ont été atteints par des bombes, des obus, etc., pour que les familles puissent se loger décemment. C'est un peu ça la priorité. Alors, après Alep, on va parler de la ferme de Davouche, mais auparavant, on va prendre quelques nouvelles. Alors, de Marseille, 3 secondes, et donc on va attendre que l'appel s'installe, que nos amis de Marseille, Richard Santourian, président du Fonds arménien de France, section Marseille, soit prêt pour nous donner quelques chiffres. Si c'est le cas, on va le prendre tout de suite. Et voilà, on est au téléphone avec lui. On va lui dire bonjour dans 2 secondes. Alors, Monsieur Santourian apparemment est avec nous. Richard Santourian, bonjour. Bonjour à Alors, tous. nous attendons des nouvelles de vous pour savoir si la région marseillaise est, comme d'habitude, mobilisée cette année encore. Absolument, on est comme d'habitude mobilisés, donc on a quelques défections de bénévoles, mais les présents font feu de tout bois, bien évidemment, bien évidemment. Alors, parlons des choses intéressantes. L'argent, vous en êtes à combien? Alors, je vais vous dire ça en direct live. Je me connecte sur l'outil et vous allez le savoir en direct.
Donc là, sur Marseille, nous sommes actuellement à 195 000 euros. 195 000 euros. Est-ce que ça représente une amélioration par rapport à la même heure, le même jour l'année dernière? Nous sommes un tout petit peu à la traîne, Oui. mais nous avons devant nous de l'ordre de 600 donateurs que nous n'avons pas pu joindre hier. Oui. Et donc ce sont des donateurs que on va pouvoir traiter parce que le samedi n'est pas un jour de travail, donc on les épuise là actuellement. Voilà. J'imagine bien que les bénévoles sont plus nombreux aujourd'hui que jeudi ou vendredi. Tout à fait. Tout à fait. Alors demain soir, quel a été votre score l'année dernière? Nous étions aux alentours de 220 000 euros. L'année dernière, pour Tout à dimanche fait. soir? Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes à combien, pardon? 180 000. Mais 180 000. Donc là, vous avez doublé le score, si j'entends bien. Non. Il y a une erreur. Non, ils vont le dépasser ce soir. Oui. D'accord, parce que 120 000 l'année dernière, 190 000. Non, 220 000. Ah, pardon. Donc, vous Non, allez les 220 faire. 000. Vous allez les Voilà. faire. On n'a pas d'inquiétude. Donc, Normalement, on devrait les atteindre. bon, de toute façon, dans nos journaux lundi, on donnera toutes ces informations, même dimanche à 13h. Nous allons faire un point pour voir le détail de tous les centres d'appel. Donc, merci, Richard Centroyan, d'être mobilisé, et nos salutations aux Marseillais. Merci beaucoup. Et puis bonne chance à tous. De toute façon, on est tous sur la même barque. Ah, Hein. tout à Voilà. fait, tout à fait. Merci beaucoup. Donc on va poursuivre avec le grand projet qui est un peu notre fierté à nous tous. C'est le projet de Davouche. Alors Soulin Kevorkian, parlez-nous-en. Vous y allez souvent. Vous voyez le développement de cette ferme. J'allais dire une ferme, mais ça dépasse un projet de ferme finalement. Oui, effectivement, ça dépasse le projet de ferme, puisque en dehors de la grande ferme de Lusazor, dont on a fini l'agrandissement il y a 15 jours, pour permettre d'abriter, passer de 100 à 180 vaches, il y a 7 fermettes qui ont été également construites dans des villages pauvres du Tavouche, sachant que l'essentiel des villages du Tavouche sont pauvres. Donc, on s'est concentré cette année sur l'amélioration du fonctionnement des fermettes. On a commencé à amener avec nous des experts français, parce qu'il y a en réalité un problème de compétences en Arménie. Je vais vous donner un exemple qui a retenu mon attention. On a fait venir un expert français de l'alimentation du bétail. Et lorsqu'on est allé visiter la ferme qui se trouve à gauche à Vanques, toutes les vaches caucasiennes des éleveurs se trouvaient dans les alpages, et les vaches qu'on leur a données, qui étaient des vaches de race jersiaise, se trouvaient dans la ferme. Et l'expert a demandé au directeur de la coopérative pourquoi est-ce que tu laisses les vaches ici. Il dit mais est-ce qu'elles peuvent sortir? Et bon, ça se passait au mois d'avril, et il est évident qu'au mois d'avril, il y a l'herbe qui pousse, etc. Et il n'avait pas, en fait, l'idée qu'il avait peur de sortir ces vaches-là, alors qu'une vache, dans sa nature, comme disait l'expert, est de manger de l'herbe verte. Donc, dès que l'herbe est verte, laisse partir les vaches se balader et manger, quoi. En plus, c'est bio. Oui, absolument, c'est bio. Bon, ça c'était pour la partie anecdote, mais il faut reconnaître qu'il y a un problème de compétences. Dans le meilleur des cas, vous avez des personnes qui sont formées à l'élevage ou à l'agriculture au niveau familial. Il y a pas grand chose d'autre. Donc, on y accordera attention. Et pourtant, dès le départ, il y a le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui vous accompagne, et puis là, il y a des experts français qui ont accompagné ces projets dès le début. Donc l'apport des experts français a toujours été là. C'est pas une nouveauté, on va dire. Non, pas à ce point, Vartan. Comment dirais-je, on est de plus en plus pointu dans nos demandes. C'est pas facile pour un expert étranger de venir en Arménie et de donner des conseils, parce que
l'expert est obligatoirement imprégné de ce qu'il voit en France. Malheureusement, en Arménie, c'est sensiblement différent. On n'est pas en Normandie, par exemple. Mais bon, il y a quand même des phénomènes intéressants. Par exemple, pour l'année 2016 et 2017, le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a financé, en dehors des 500 000 euros qu'il verse tous les ans, a financé la reconstruction d'une route d'alpage, du Tavouche, de 23 kilomètres. Et les alpages, c'est extrêmement important parce que vous avez là une herbe à profusion, qui est de bonne qualité, qui est bio, pardon. Et on a vu avec la construction de cette route, dès le printemps 2017, le nombre d'éleveurs augmenter et le nombre de vaches aussi qui fréquentent cette route-là, qui est passée grosso modo de 1800 têtes à 2200. Et je pense que ça va s'améliorer en permanence. Puisqu'en fait, le problème aussi, quand vous avez des animaux, c'est de les nourrir. Soit dit au passage, donc ce projet du Tavouche est extrêmement important pour la population, pour son emploi. Pour le fait qu'elle reste aussi dans la région. 150 vaches, les 150 vaches de la ferme de Lusadzor mangent à peu près 500 tonnes de fourrage par an. C'est 20 kilos par vache par jour, plus quelques aliments complémentaires et 70 litres d'eau, qu'importe. En tous les cas, actuellement, on achète ces 500 tonnes de fourrage à la population. C'est-à-dire que chaque famille, à notre appel, va dans les alpages, collecte du fourrage, et ils viennent nous vendre leurs meules de foin. Ce sont des meules de 20 kilos à peu près, et on les paye immédiatement. C'est un revenu, ça dure pendant 3 mois. C'est à la ferme de Lusadzor, c'est les tracteurs, les camions qui arrivent le jour, la nuit, etc. Et 500 familles, ce n'est pas peu, ça profite à 500 familles pendant 3 mois, donc ce sont des bons points. Voilà pour cette partie-là. Mais pour rester dans la partie élevage, il y a aussi la production laitière qui est assez conséquente. Bien sûr. Parce que vous avez aussi apporté de la qualité en termes de qualité du bétail. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est des vaches. Je me souviens de ces émissions qu'on a faites ensemble, qui venaient de France ou d'Hollande, c'est ça, non? Oui, Danemark aussi. Danemark aussi. Oui, ce sont des vaches de race jersiaise. Et on en a d'autres qui sont de rage cimentale. Effectivement, il y a malheureusement un problème, c'est qu'à l'époque soviétique, le pouvoir central de Moscou envoyait des wagons de vaches caucasiennes, qui est une vache adaptée à la région. C'est extrêmement important. La seule chose, c'est que maintenant, ça n'existe plus, ce qui fait que cette race a un peu dégénéré. Elle n'a pas été renouvelée. Et donc elle produit assez peu de lait, c'est de l'ordre de 3, 4, 5 litres par jour pour une vache. Et celles qui sont dans la ferme de Lusadzor, elles produisent combien? Dans la ferme de Lusadzor, la moyenne est de 13 litres. D'accord. On va l'augmenter. Parce que dans le lot, on a 70 vaches qui sont traites actuellement. Dans le lot, il y en a certaines qui ont 6 ans, 7 ans, donc qui sont âgées et qui ne produisent pas ce qu'elles peuvent produire plus jeunes. Il y en a d'autres dont les pies sont abîmées, il en reste que 2 sur 4, etc. Donc, comment vous allez assurer ce renouvellement? Par les naissances que nous avons déjà sur place. En fait, en l'espace de 4 ans, il y a à peu près 340 veaux qui sont nés. On les a distribués dans les 7 fermettes coopératives que la Fondation Imla Tavouche a créées. Et on garde Ces fermettes vous appartiennent ou appartiennent à des villageois? Non, les fermettes en physique, on construit une fermette pour 40 vaches. Elle appartient à la Fondation Imla Tavouche. La Fondation Imla Tavouche, c'est l'association humanitaire ad hoc qui a créé le Fonds arménien de France pour gérer ce projet spécifique. Puisqu'en fait, il s'agit plus là de construction, mais d'un travail concret sur le terrain. D'exploitation. Comment? D'exploitation. D'exploitation, absolument. Et c'est assez laborieux quand même, c'est pas simple. Qu'en est-il des vétérinaires? Est-ce que il y a des dégâts suite au manque d'un savoir-faire médical
Où tout se passe bien? En fait, depuis la création de la grande ferme de Lusazzol et des Fermettes, on a un vétérinaire originaire de Normandie qui vient 1 à 2 fois par an et qui enseigne un peu le travail, puisque les vétérinaires aussi ne sont pas très bien formés. Il y a ce problème. Dans tous les cas, depuis 4 ans, 5 ans que la ferme existe, il n'y a pas eu de problème spécifique. Simplement, il y a des décès chez les animaux, ce qui est tout à fait normal, c'est comme chez les êtres humains. C'est de l'ordre de 15 à 20% du cheptel qui tous les ans soit un décès, soit une maladie, soit une caractéristique qui fait qu'on n'a pas besoin de garder cet animal. Donc on le vend au prix de la viande, je dirais, ou on le distribue à quelques éleveurs qui souhaitent avoir une vache européenne, si je peux dire, venant de l'extérieur. Sinon, le seul problème qu'on a vu, c'est l'entretien des veaux qui sont nés. Là-dessus, on n'est pas encore très au point. Il y a un peu trop de décès par rapport à la moyenne normale chez les petits, donc on est en train de l'améliorer. Sinon, pour le reste, bon, on a trouvé un vétérinaire, il y en a très peu. Le problème de l'Arménie, c'est que tous les spécialistes partent essentiellement en Russie et on se retrouve avec... on n'a pas de personnes le compétentes. Travail de formation à sa place. Oui, absolument, voilà. Tout à fait. Alors, Duc Kevorkian, vous qui accompagnez ces projets, vous les voyez aussi de vos propres yeux, année après année, la production de fromage, c'est quand même phénoménal que ce projet qui a commencé tout petit, aujourd'hui, vous êtes exportateur de fromage vers la Russie. Oui, oui. Mais le fromage est également distribué dans des supermarchés d'Arménie. Hein, oui, c'est vrai que le marché arménien étant limité, il faut en fait que la fermette génère des revenus pour devenir autosuffisante. Donc on est le fromage, c'est en quelque sorte notre élément stratégique majeur pour développer l'ensemble. Pour que ça devienne un succès. Et ce que j'ai observé sur le terrain, c'est que on en fait 9 sortes, je crois, aujourd'hui. Le niveau atteint, puisqu'il y a aussi des fromagers professionnels français qui viennent travailler avec notre fromager, maître fromager à la fermette de Lusazzol. Le niveau de qualité a beaucoup progressé. Que ce soit en Russie ou en Arménie, les clients qui ont goûté ces fromages, ils apprécient la qualité et on fait vraiment. Alors, on va continuer parce que le sujet est très important et surtout montrer à nos donateurs, à nos auditeurs que voilà, avec leur argent, ce qui est fait déjà et ce qui est en train de se faire. On va par exemple parler de la pasteurisation. Mais auparavant, faisons un tour et allons à Toulouse pour voir où en est Gérard Karagosian avec son équipe cette année. Monsieur Karagosian, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci. Bonjour, et voilà, nous sommes au rendez-vous ensemble tous les ans. Quelle est la situation à Toulouse cette année? Écoutez, dans l'immédiat, les résultats sont plutôt bons, mais on n'est pas au bout. En termes des gros donateurs, aujourd'hui, on a fait 28% de plus, on a fait 3% de plus pour les donateurs. Les ex-donateurs, là, on a un peu explosé les compteurs, on a fait plus de 120%, on est un peu étonné. Il y a des gens qui reviennent et qui donnaient pas. Ça, c'est la surprise cette année, mais je vois que tous les compteurs sont ouverts dans tous les centres d'appel, Paris, Marseille, Lyon. Et puis globalement, nous, à l'heure aujourd'hui où je vous parle, on est à plus 8%. Je ne sais pas si ça va durer jusqu'au bout, mais pour l'instant, on est à plus 8%. Et il nous reste encore à peu près 200 donateurs qui n'ont pas donné. Donc c'est la course après les donateurs. Vous avez commencé avec une petite voix, je me suis dit, les résultats ne sont pas bons. Mais là, non, mais j'ai toujours une voix crescendo. Donc on va faire durer un peu cet entretien pour arriver à la voix, on va dire, haute. Non, mais là, vous êtes dans la voix haute, c'est bon, là. D'accord. Optimum. Donc,
Qu'en est-il de la mobilisation de vos équipes? Parce que je me souviens, dans les précédentes éditions, vous aviez pu mobiliser aussi des jeunes et des jeunes non arméniens dans la région. C'est toujours le cas. On a des gens qui sont non arméniens qui viennent au Phonéton, dans la mesure où moi je suis à la fois à l'amicale des Arméniens de Toulouse et bien sûr au Fonds arménien, mais je suis aussi dans une association qui s'appelle la Maison des droits de l'enfant à Toulouse, qui s'occupe des enfants en difficulté de la région. Là, il y a 60 bénévoles et il y a des permanents, et parmi ces gens-là, il y a des gens qui viennent comme bénévoles pour le Phonéton. Voilà. Donc c'est une association amie, de l'amicale des Arméniens, donc il y a des Français qui viennent, et puis dans notre conseil d'administration à l'amicale, il y a des gens qui sont français, qui sont pas du tout arméniens, et qui viennent bien évidemment téléphoner, des fois une dizaine d'heures, des fois davantage. Voilà. Très bien. Alors rappelez-nous les chiffres l'année dernière par rapport à cette année. Alors actuellement on en est à 53 000 euros à Toulouse, et l'année dernière on avait fini à peu près à 53 000 euros, donc je pense que cette année, pour Toulouse en tout cas, ce sera un bon cru dans la mesure où on a énormément de prospects à rappeler. On a 2600 prospects à rappeler pendant 2 jours. Là. Très bien. Alors vous êtes, messieurs, contents des résultats des Toulousains? Ah ben on peut que les féliciter. Je crois que c'est cette année les plus opérationnels, les plus percutants. Bon, très bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ben, ça durera, Ouais. Il n'y a pas de raison. Donc merci. Je salue Aroutioun au passage, puisque j'étais avec lui dans le Tavouche en septembre et que on a fait une visite absolument spectaculaire des réalisations du Fonds arménien. J'ai été très touché par ces visites avec Aroutioun. Merci. Merci à vous, Gérard Merci, Karagosian, ainsi qu'à toutes les personnes qui travaillent autour de vous. Tout le monde vous salue là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Oui, nous bon courage à poursuivons, à vous aussi, nous poursuivons avec Lyon. Nicole Minassian qui est en ligne avec nous. Nicole Minassian, bonjour. Voilà, donc on continue avec vous pour voir la situation dans la région lyonnaise. Mobilisation des bénévoles, mobilisation de nos concitoyens. Qu'en est-il chez vous? Alors la mobilisation des bénévoles, comme chaque année, est bonne. Nous avons vraiment fait le plein jeudi. Et donc, nous avons eu une grosse journée avec des bénévoles très motivés. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur les donateurs et ça a rapporté. Donc, nous continuons sur ce rythme. Aujourd'hui, comme tous les samedis, c'est un petit peu la journée des jeunes qui sont un petit peu plus libres. Donc, le samedi, et ils viennent. Alors, on est content toujours d'avoir des jeunes. Alors, quels sont les chiffres? Il y a les deux populations, donc des moins jeunes et des plus jeunes. Donc, c'est le mélange du Phonéton et c'est ça qui est agréable au niveau de l'ambiance. Très bien. Et les chiffres chez vous? Alors, les chiffres, on est un petit peu en retard pour une bonne raison. C'est que, par rapport à l'année dernière, c'est que il nous manque des gros dons pour des personnes que nous n'avons pas réussi à joindre pour l'instant. Mais si nous arrivons à les joindre, probablement, si nous n'arrivons pas à les joindre, ils feront leurs dons après le Phonéton. Donc, nous restons assez optimistes de ce point de vue-là. Vous voulez pas nous donner de chiffres? Et puis, il nous reste beaucoup de prospects, parce que nous avons beaucoup travaillé les donateurs, donc il nous reste beaucoup de prospects. Et là aussi, il y a un gros potentiel, c'est ce que nous allons travailler dès cet après-midi. Merci Nicole Minassian. Donc de toute façon, demain, on fera un point final à 13h pour donner les derniers chiffres. Enfin, ce ne sera pas les derniers chiffres, parce que les derniers chiffres, on les donnera lundi matin, qu'on aura dimanche un peu tard dans la soirée. Et de toute façon, tout le monde est là pour vous accompagner, pour vous dire aussi merci, parce que on oublie parfois que il y a des gens qui, ça a été dit tout à l'heure, 10 heures d'affilée pour travailler, ou sur 2 jours, consacrer du temps. C'est-à-dire que donner, c'est pas que donner de l'argent, c'est aussi donner de son énergie. Et comme vous, c'est donner de son temps pour partir en Arménie, pour travailler, pour faire des réunions. Donc chacun à sa manière peut apporter sa contribution à ces projets. Il y a 600 bénévoles sur le terrain là pendant le week-end. Alors merci beaucoup Nicole Minassian pour votre participation, et pareil, vous remercierez toutes vos équipes, tous ces bénévoles qui sont autour de vous. Merci beaucoup. Alors, poursuivons et reparlons, même si dans quelques minutes nous devons avoir un entretien téléphonique avec
autour du projet du solaire, mais nous allons poursuivre avec la ferme et ses projets. Alors, qu'est-ce qui est sur l'agenda du Fonds arménien de France par rapport à l'amélioration de la situation dans la fromagerie, par exemple, Soulin Kevorkian? Donc, en 2017, on a changé un appareil très important dans une fromagerie, c'est le pasteurisateur. En Arménie, on ne fait pas de fromage au lait cru. Les conditions d'hygiène sont très très développées, mais on y fait attention à la ferme de Loussadzor et à la fromagerie, mais c'est un problème. Donc on pasteurise le lait. Nous avions un appareil qui pasteurisait à peu près 500 litres de lait par heure, ce qui est relativement peu. Et on a fait construire un appareil en France. Et maintenant, on peut pasteuriser 5000 litres de lait à l'heure. C'est sensiblement différent. Pourquoi on a fait ça? Parce que la production de lait a pratiquement doublé en 1 an et demi, ce qui est quand même important. Donc, la production de fromage, elle double en conséquence. Et ce n'est que le début. On est à la recherche de lait en Arménie. C'est pas un produit de production de lait, l'Arménie, mais on est à la recherche de lait de qualité, ce qui n'est pas simple. Bon, les éleveurs ne font pas très attention à la façon dont ils traitent les vaches. Donc, pour certains qui sont avisés, on leur a acheté une machine à traire électrique pour 2 vaches. On essaye d'évoluer dans ce sens-là. Donc le pasteurisateur, c'est vraiment des machines mobiles. Oui, absolument, qui marchent à l'électricité. Donc c'est vous qui allez vers les gens pour les former, absolument, pour les accompagner. Oui, il faut les aider. C'est important à dire parce que on imagine bien que c'est très compliqué d'amener tout le monde vers vous, vers la ferme principale. Bien sûr, oui. Il faut s'approcher des gens pour pouvoir leur donner aussi, leur exiger une qualité de lait. Bien Donc, sûr. Vous apportez ces machines. Oui, et ça c'est en cours. Bon, ça prendra un certain temps parce que ce n'est pas dans la culture. Ils ont l'habitude de manger un fromage très basique, lori ou chanar par exemple. Nous, on est au-delà de ça puisqu'il y a 9 variétés. Pour eux, c'est suffisant. Mais bon, on essaie de leur faire comprendre également comme on l'a fait pour le fourrage. Il y avait des fourrages qui étaient livrés de mauvaise qualité. On l'a refusé pour certains pour qu'ils nous amènent de la qualité. En payant un peu plus cher que le prix du marché, qu'importe, pour le lait, ce sera exactement la même chose. Alors, nous allons faire un saut, pas encore me dit-on, parce que nous allons avoir un entretien téléphonique autour et on est obligé d'avoir cet entretien dans les secondes qui viennent. Alors, Méliane Kurdian, vous êtes dans le solaire, le spécialiste du solaire. Donc, on va attendre, oui. Donc, et on va parler du solaire car c'est l'autre volet de l'action du Fonds arménien de France. Donc, nous avons fait autour de cette table, sur cette antenne, une émission il y a à peine quelques mois qui parlait d'un crowdfunding, cette opération de financement participatif qui a très bien réussi puisque vous demandiez 60 000 € et vous avez obtenu à peu près 75 000 €. Donc cela signifie que la communauté, encore une fois, était là à vos côtés. De quoi s'agit-il quand on parle de solaire dans le cadre des projets du Fonds arménien de France? Alors, il y a plusieurs dimensions en fait. Il y a la dimension régionale, Haute-Avouche. Il y a la dimension nationale, donc toute l'Arménie, et il y a la dimension Artsakh. Ce projet solaire a démarré il y a à peu près 18 mois, disons 2 ans. Il a démarré sur les bases de la compétence des Arméniens de l'association des amicales des Arméniens de Roman et sous l'égide technique de monsieur Hagop Ajamian. En quoi ça consiste? Ça consiste à, je dirais, fournir des équipements solaires pour fabriquer de l'eau chaude et donner de l'eau chaude aux familles. Il faut savoir que dans certains villages, petits villages, certaines familles n'ont même pas l'eau chez eux. Donc l'arrivée du solaire a quelque chose de magique. Pourquoi? Parce qu'on installe
et 3-4 jours après, ils ont de l'eau chaude. Donc ça, c'est un point psychologiquement très important. Parce qu'en général, les projets sont très très longs, donc les gens n'y croient pas. Alors que là, il y a un engouement extraordinaire. Pourquoi ? Parce que 2-3 jours après l'installation, eh bien, ils ont leur eau chaude. Donc la dimension, je dirais, est différente entre ce qu'on fait au Tavouche, qui est essentiellement poussé par le Fonds arménien de France, ce qu'on fait en Arménie et ce qu'on fait en Artsakh. Au point de vue technique, on fait soit du thermique, c'est-à-dire du solaire thermique, on chauffe de l'eau par l'intermédiaire du soleil. Ça, c'est pour les familles. Et pour les édifices publics du genre école, que ce soit maternelle ou primaire, que ce soit les mairies, que ce soit les centres de soins, on fait du photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité. Et qu'on revend. Et qu'on revend quand on est excédentaire. Au réseau électrique. Voilà. Par exemple, à la ferme de Loussadzauge, on sera excédentaire et on va revendre au réseau, et on revend depuis déjà quelques mois de l'énergie électrique au réseau. Pour les particuliers, il ne s'agira pas de revente. On ne pourra pas. Ce ne sera pas possible. Par contre, au niveau des particuliers, il y a une demande telle que, je dirais, on n'arrivera pas à suivre. Les subventions qu'on obtient... Alors là, il faut dire, il y a juste un projet qui a été réalisé à Khachtarak. On en parlera, mais permettez-moi auparavant d'avoir donc Monsieur Jean-Jacques Tillet, qui est le président du CIGEF, c'est le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, et qui est en même temps le maire de Chaville. Beaucoup d'Arméniens le connaissent sur place, surtout localement. Monsieur Tillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, première question, j'ai pas envie de vous dire qu'est-ce que vous connaissez les Arméniens, mais qu'est-ce que vous avez vu avec les Arméniens dans le cadre des projets solaires ? Je connais bien les Arméniens, mais je connaissais pas l'Arménie. Et c'est la première fois que je venais en Arménie en septembre dernier. Je dois dire que j'ai été très enthousiasmé par ce que a fait le Fonds arménien de France avec la ferme de Loussadzauge. C'est passionnant et je trouve que l'initiative qu'il a eue de nous demander de les appuyer sur cette opération agro-pastorale d'ensemble, mais en particulier sur cette ferme et sur le programme solaire pour lequel nous sommes compétents juridiquement, puisque nous sommes l'autorité concédante de l'électricité pour une grande partie de l'Île-de-France, eh bien ça c'est vraiment absolument remarquable. Alors quel est votre rapport justement par rapport à ce projet au Tavouche ? On a apporté 38 000 euros sur un programme qui, il faut le souligner, a été décidé par notre comité syndical en mars dernier, en mars 2017, et qui a été réalisé, donc inauguré en septembre 2017. Donc vous voyez la rapidité et l'efficacité du Fonds arménien de France qui m'a particulièrement impressionné. On fait beaucoup de coopérations décentralisées dans beaucoup de pays du monde, au Madagascar, au Laos, ils sont des pays évidemment très pauvres, et je dois dire que ce que nous avons réalisé cette fois-ci en Arménie, qui n'est qu'un premier pas dans ce que nous allons faire, est très significatif de l'efficacité du Fonds arménien. Alors nous, on vous prend au mot quand vous dites un premier pas, c'est-à-dire que derrière il y a d'autres projets. Qu'en est-il ? Bien sûr. Alors, il y a d'autres projets qui sont évidemment plus spécialement dans le solaire. Miram Kurtian insistait sur le caractère à la fois régional sur le Tavouche et puis national et puis sur l'Artsakh évidemment des projets le Fonds arménien pouvait avoir. Et je crois qu'effectivement l'équipement en solaire de régions d'Arménie qui sont très isolées, très pauvres, le Tavouche est à la frontière azérie au nord-est et très pauvre. Je l'ai vraiment senti. On est particulièrement sensible à la pauvreté des habitants là-bas. Est un projet qui est totalement intégré. Et c'est ça qui est intéressant. On ne fait pas simplement du solaire. On alimente en électricité à terme la ferme, ce qui sera autosuffisante, mais on fait en sorte qu'il y ait un véritable programme de production
de produits laitiers qui ensuite est dirigé vers l'ensemble du monde et plus spécialement évidemment la Russie qui est plus proche. Mais je crois que là on a un véritable programme totalement intégré qui fait bénéficier une grande partie de la population rurale de cette région. Alors en tant que spécialiste, quel est votre regard quand on dit un pays qui a plus de 300 jours de soleil par an? Est-ce que vous voyez un avenir pour l'Arménie dans l'énergie renouvelable? Oui, bien sûr. Ça, je pense que le fait qu'il y ait effectivement 300 jours d'ensoleillement à peu près par an, alors ces variables sont les régions. Le Tavush, c'est pas la région la plus ensoleillée, il faut bien le dire, mais elle est suffisamment ensoleillée pour pouvoir faire en sorte que nous ayons une capacité, une puissance installée très importante. On a déjà, si je me souviens bien, 30 kilowattheures crête installés avec les panneaux photovoltaïques que nous avons installés et on va avoir 100 kilowattheures 100 kilowatts crête dans 6 mois. C'est suffisant pour que la ferme puisse bénéficier d'une énergie de façon constante. Il faut souligner que le réseau électrique en Arménie qui date de l'époque soviétique est un peu défaillant à bien des égards. Et d'ailleurs, il y a un groupe électrogène qui permet de compenser éventuellement que nous avons installé également, qui permet de compenser les défaillances du réseau électrique éventuellement. Donc moins l'Arménie sera dépendante de ce réseau électrique, plus on entrera dans la production locale d'énergie et d'électricité en particulier, mieux ce sera. Je dois dire que cette production locale d'énergie, ce sont des programmes que nous réalisons également en France. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une opération non seulement d'appui à l'Arménie et à ses régions les plus pauvres, et à l'une de ces régions les plus pauvres, disons, mais également c'est la faire entrer vraiment dans la modernité énergétique. Très bien. Miran Kurdjan, qu'est-ce que vous attendez au-delà des 38 000 euros en termes de compétences, de savoir-faire, de transmission de savoir-faire pour l'Arménie? Alors, en termes de transmission de savoir-faire, il faut savoir que cette histoire du solaire a créé une filière professionnelle, non seulement au niveau des petites entreprises, mais également au niveau, je dirais, des écoles. Vous savez que nous avons fait des écoles professionnelles, une à Sévan et une à Chouchi. Eh bien, dans ces écoles, on a créé une section énergie solaire et on a des élèves stagiaires qui, en ce moment, à Khachtarak, comme M. Guillet a visité dernièrement, ils sont en train d'installer 50 familles. Ça y est, ça a débuté il y a une semaine. Il y a déjà une quinzaine d'installations qui sont faites. Donc, vous voyez, entre le moment où on a eu l'argent et le moment où on est opérationnel, il se passe très peu de temps. Donc, je dirais, la 50 maisons, c'est 50 maisons qu'on va... L'objectif est 50 maisons. Alors, les 50 maisons se terminent quand? Ça, c'est très important. Dans 15 jours, elles seront terminées. Ah, toutes? D'accord. Dans 15 jours, elles seront terminées. Le photovoltaïque qui implique d'autres technicités pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait prêt au niveau des écoles professionnelles se fera en juillet-août avec la venue du directeur technique, Monsieur Agop Ajamian. Il va superviser cette partie technique. C'est intéressant parce que là aussi, on a une rentabilité immédiate. Et je crois que ce qu'a souligné M. Guillet tout à l'heure, et je le remercie, c'est notre réactivité. Et dans les prochains mois, dans les prochaines années, j'espère qu'on va pouvoir collaborer encore avec M. Guillet, avec le CIGEF, et on ira vers, je dirais, le solaire au niveau des habitants. Donc ça, c'est extraordinairement rapide. On pose le matin, 3 jours après, on a de l'eau chaude. On pose le matin, 1 heure après, on a de l'électricité. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui sont... La réactivité est très importante. Harutun Kevorkian, oui, avant de libérer monsieur... Je voudrais insister sur un point. Nous sommes une organisation humanitaire et les installations thermiques, c'est-à-dire pour obtenir de l'eau chaude qui sont mises sur les maisons de famille, ce que nous avons expérimenté à Khachtarak avec le crowdfunding et que nous allons développer au Karabakh de manière beaucoup plus massive à partir de 2018,
il y a une dimension sociale essentielle. C'est-à-dire que c'est une économie mensuelle qui est réalisée directement par ces familles qui, au lieu de payer une facture d'électricité pour avoir un ballon d'eau chaude qui coûte assez cher, eh bien, ils vont avoir de l'eau chaude gracieusement. Bon, ça va améliorer donc l'hygiène. Et puis, n'oublions pas, on en parle beaucoup dans les sociétés européennes, mais pourquoi pas en Arménie, il y a une dimension écologique qu'il faut pas ignorer, quoi. C'est énergie zéro carbone. Et puis c'est très important. On arrête aussi de couper les arbres pour se chauffer. Absolument. Grâce à ça. Alors là, si vous voulez, je voudrais faire évoquer la chose suivante. Là, on est dans quelque chose de basique avec le thermique. C'est facile, c'est rapide, et Milan a bien montré qu'en pratiquement chaque jour, on peut faire 1 ou 2 installations quand on a des équipes compétentes. Mais il y a l'aspect aussi photovoltaïque. Alors, qui effectivement est plutôt réservé à des bâtiments publics, écoles, centres communautaires, mairies, à voir. Mais notre expert Agop Adjemian est en train d'expérimenter des solutions mixtes aussi, que nous serons peut-être amenés à mettre en œuvre plus tard, qui mélangeront le eau chaude et production d'électricité. On va développer ce sujet, mais d'abord, je vais libérer Monsieur Jean-Jacques Guillet, qui a eu de la gentillesse. Merci beaucoup, qui a eu de la gentillesse d'être avec nous. Et je rappelle que vous êtes le président du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France et maire de Chaville. Merci beaucoup. Merci. Alors, justement, on est en plein dans le solaire. Je le disais tout à l'heure, 300 voire plus de journées d'ensoleillement, c'est extraordinaire. Et l'Arménie, puisque j'en parlais avec Ovanes Karapetian, qui est votre représentant en Artsakh et en Arménie pour mettre en place tout ce système, un consultant qui travaille aussi avec vous, il disait que nous on vend de l'électricité à l'Iran et à la Géorgie, donc cette démarche de développement du solaire en Arménie, c'est une force non seulement pour les villageois, mais pour l'État arménien. Oui. En fait, il faut voir que avec le programme qui a été, je dirais, envisagé, on passe vraiment à l'échelon industriel. On est en train de lancer une nouvelle économie dans ce domaine-là, en Arménie et en Artsakh. Rien que pour le Fonds arménien de France, on va consacrer pour l'Artsakh 500 000 € par an. Donc ça veut dire que les entreprises qui actuellement, c'est le b.a.-ba des installations, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent le faire, mais elles sont, je dirais, dans une croissance exponentielle. C'est vraiment énorme. On va manquer de main-d'œuvre. Donc c'est pourquoi les écoles professionnelles forment des gens qualifiés dans le solaire. Donc vous voyez, oui, il y a tout un panneau économique qui est en train de se mettre en œuvre. Et avec les évolutions technologiques, non seulement ça va s'accélérer, mais les prix vont baisser, puisque le prix des panneaux solaires chute carrément de 10 à 15% tous les ans. Donc vous voyez, là, il y a une dimension... Est-ce qu'il peut y avoir une production de panneaux solaires en Arménie? Alors, il y a des essais concluants, des ateliers, qui fabriquent des panneaux solaires en Arménie. Sur le plan qualitatif, je dirais, il y a encore des progrès à faire, mais ils ont déjà fait beaucoup de progrès. Il faut dire qu'ils s'y sont mis depuis 1 an. Hein, et sur au niveau des prix, est-ce qu'ils sont compétitifs avec les Chinois? Pour l'instant, ils sont pas encore compétitifs, puisque là où nous, on peut importer en Arménie à 0,2, 0,3 euros le watt, en Arménie, ils en sont à 0,5, 0,6. Donc il y a un problème de compétition, d'automatisation, de qualification, je dirais, technologique, qu'ils n'ont pas encore partout. Mais tout ceci va se mettre en œuvre petit à petit. Alors, est-ce qu'on pourra atteindre des prix de revient de panneaux moins chers qu'à l'extérieur? C'est pas pour demain matin quand même. Et ça vient essentiellement de Chine ou? De Chine, oui. Essentiellement de Chine via plusieurs fournisseurs. Nous travaillons en France avec la société SunPower qui nous apporte des panneaux de qualité, des panneaux qui ont de fabrication française? De fabrication, non, pas française. Certains le sont. Mais en fait, ils nous fournissent des panneaux de très bonne qualité. Ils ont simplement un petit défaut,
une rayure sur le cadre en aluminium, mais au point de vue rentabilité, au point de vue performance, ils sont vraiment très performants. Quelle est la durée de vie d'un panneau solaire? Alors, un panneau solaire dure en moyenne entre 15 et 20 ans. D'accord. Il perd chaque année à peu près 1%. Donc, vous voyez que ce sont des choses qui, je dirais, perdurent dans le temps. Et donc, on a des possibilités, je dirais, de retour sur investissement qui sont assez rapides. Si on prend, par exemple, pour les installations thermiques, la rentabilité se fait sur 3 ans. Si on pense sur le photovoltaïque, la rentabilité se fait sur 7-8 ans. Donc, vous voyez, il y a tout un système qui se met en place sur le plan économique qui est vraiment très important. On a, dans cette histoire de crowdfunding, des gens qui nous ont donné, donc au mois de juillet, et on est donc aujourd'hui en train de mettre en place, et on aura fini avant la fin de l'hiver, la mise en place des 50 installations. Donc il y a action, je dirais, réaction très forte au niveau du Fonds arménien de France. Soren Kevorkian, tout à l'heure nous parlions d'appels d'offres. Est-ce que ici c'est le même principe, c'est-à-dire des appels d'offres sont lancés pour l'achat des panneaux solaires? Oui, en dehors de la précision qu'a apporté Milan, à savoir que le watt, on l'avait à peu près 2 fois moins cher en France, et on a acheté beaucoup de panneaux en France, qu'on a envoyés par container entier. Il y a eu exactement ce type d'appel d'offres à toutes les entreprises arméniennes, 5 entreprises en l'occurrence, notamment pour Khachtarag, pour l'équipement du village de Khachtarag. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont toutes arrivées au même prix. Par exemple, pour l'installation d'une maison pour 300 litres d'eau chaude, on arrive aujourd'hui à 900 €. Voilà, ça c'est à titre d'information. Et par rapport à la France, c'est un prix bas, plus haut? Alors, par rapport à la France, ça n'a aucune mesure. En France, pour une installation identique, pour une quantité d'eau chaude identique, vous allez payer entre 10 et 15 000 €. Pour une maison? Pour une maison. Pour 300 litres d'eau chaude, Milan? Pour 300 litres d'eau chaude. Ah merde. Ah, oui, oui. Et qu'est-ce qui fait cette différence? Ce qui fait la différence, c'est qu'ici en France, on a un très grand pouvoir d'achat, d'accord? Ce qui fait que les fournisseurs, eh bien, profitent du marché, qui est très demandeur. Et donc, si à la limite... Attendez, là, vous êtes en train de nous ouvrir une nouvelle voie. On va amener des panneaux solaires de Chine en passant par l'Arménie avec les étudiants de l'EPIM qui vont venir s'installer en France pour... Pourquoi pas, non, qui viennent pas s'installer en France, qui restent s'installer en Arménie. Mais par contre, au niveau de la fourniture de ces ballons, si vous voulez, j'ai franchement réfléchi, même à titre personnel. Parce que le coût du transport, il sera peanuts. Il sera peanuts, excusez-moi l'expression, mais ça sera vraiment rien du tout. Donc, si on arrive à fabriquer en Arménie ces ballons, d'accord, eh bien, il y a de très grandes chances pour qu'on puisse les exporter. Alors, va se poser le problème des transports, du passage des douanes, etc. Ça, c'est une problématique assez importante. Réfléchir. Mais si les fournisseurs français m'entendent, acheter des panneaux solaires thermiques en Arménie, vous les aurez à très bon marché. Alors, nous allons voir tout ça avec Rafi Ekimian, qui est en Artsakh, on l'a dit tout à l'heure, qui était dans nos studios il y a quelques mois pour parler de ce projet de Khachtarag et surtout du crowdfunding à l'époque. Rafi Ekimian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous d'abord où vous êtes exactement en Artsakh. Bonjour Rafi. Alors, je suis à Stepanakert, en Artsakh. Alors, quel temps fait-il là-bas maintenant? Allô? Ah oui, quel temps fait-il maintenant en Artsakh, à Stepanakert? Il fait nuageux, en fait. C'est assez couvert, pas le temps le plus propice pour produire de l'électricité et de la chaleur, mais ça marche quand même. Ça marche quand même parce qu'on sait que même quand il n'y a pas de soleil, il y a quand même l'effet du soleil qui est toujours là. Hein, Du moins qu'il y a de la luminosité, oui. Ça va. C'est pas forcément du soleil, du grand soleil. Il suffit qu'il y ait une bonne luminosité, ça marche. Bon, moi je vais vous demander juste, Rafi Ekimian, de parler un peu plus fort et de vous poser la question sur votre mission en Artsakh actuellement. Alors je suis en mission en Artsakh pour le Fonds arménien de France, dans le cadre du projet énergie solaire en Arménie, mais avec la particularité que le but est d'installer donc des panneaux solaires en Artsakh.
puisque l'Artsakh est une région qui manque de moyens, qui ne reçoit pas d'aide internationale. Et donc le Fonds arménien mondial a décidé d'accorder la priorité à l'Artsakh pour l'équipement en panneaux solaires. Et au niveau du Fonds arménien Hayastan, la priorité a été fixée à 2 régions, à Chouchi et à Askeran. Alors pourquoi ce choix? Parce que souvent on a tendance à donner la priorité, il y a forcément une logique à cela, aux grandes villes, aux grands centres. Et pourquoi ne pas commencer par les villages les plus démunis, les plus éloignés, qui souvent sont mis à l'écart du développement global de l'Artsakh? En fait, des villages défavorisés, il y en a partout en Artsakh. Effectivement, ceux qui le sont plus éloignés. Mais là, en fait, il s'agit d'une opération pilote, si vous voulez. C'est la première qui est lancée. Et donc, le Fonds arménien Hayastan a préféré se focaliser sur Chouchi et Askeran, qui sont un peu plus proches, notamment de l'EPIM, de l'école, dont les étudiants, les élèves, vont installer les panneaux. Alors, alors tout à l'heure nous parlions avec Miran Kürkcan de la réactivité du Fonds arménien entre le moment de recevoir les fonds et réaliser les projets sur place. Quelle est la durée de réalisation qui est envisagée pour les projets en Artsakh? C'est pas encore précisément défini. Je pense qu'il y en a pour quelques semaines. On va commencer, ce qui est sûr, on va commencer dès que les conditions météorologiques vont le permettre. On vise le mois de mars et je pense que d'ici l'été, l'ensemble sera réalisé. C'est un assez gros travail, parce qu'il y a plusieurs dizaines d'écoles, les mairies et puis dans le village de Karindag, 157 familles qui vont recevoir des panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau. Alors nous en parlions jeudi avec un de vos responsables, Ovanes Karavedian, qui nous parlait de Karindag, et je rappelais quand même que Karindag, c'est ce village qui est en dessous de Chouchi, si je puis dire, et d'ailleurs d'où son nom Karindag, sous la pierre, et qui a fait une résistance héroïque au début de la guerre. Toute la population, les enfants étaient tous à pied levé pour virer, chasser les combattants ou les forces azerbaïdjanaises qui voulaient s'en prendre à ce village, qui était dans une situation stratégique et géographique très difficile, mais ils ont pu surmonter les difficultés. Et Karindag, c'est une des pages les plus glorieuses de la guerre du Harapar, et voilà que vous vous installez également à Karindag. Ça nous fait, chaud au cœur d'entendre ça, parce que c'est une belle récompense à ces gens qui ont fait une belle résistance, tous ensemble, pas seulement les militaires, les militants, mais aussi toute la population, femmes et enfants inclus. Donc ça, c'est quelque chose qui nous réjouit par ailleurs. Alors, c'est pour ça que le Karindag a été choisi, et le Fonds arménien mondial est déjà intervenu à Karindag en installant notamment l'adduction d'eau et également une maternelle. Donc c'est la suite de ces interventions du Fonds arménien, sachant que Karindag servira un peu de vitrine pour la suite des choses, parce qu'il peut y avoir chez certains villageois une certaine réticence, une réserve quand on leur propose de s'équiper en panneaux solaires. Et là, le fait que tout un village soit équipé devrait favoriser l'installation dans d'autres villages. Alors, l'installation, ça nécessite des compétences, des hommes, des jeunes qui doivent travailler sur les toits. Donc, d'où viennent ces installateurs? Alors, ils viennent pour une bonne part encore de sociétés qui font des installations de manière professionnelle. C'est leur métier. Il y a quelques sociétés qui travaillent très bien en Arménie. En Artsakh ou en Arménie? En Arménie, pas en Artsakh. Donc il faut venir d'Arménie pour installer en Artsakh. Alors, ce sera une partie des ressources humaines qui permettront l'installation de ces panneaux, mais nous comptons surtout faire appel aux élèves de l'EPIM, de l'école professionnelle Yeznig Mozian, qui sont basés à Chouchi, qui pour certains ont déjà suivi une formation qui va être complétée pour d'autres.
et nous espérons avoir plusieurs brigades qui effectueront une partie substantielle de l'installation des panneaux solaires. Milan Kurjan, vous vouliez intervenir aussi sur la partie installation? Oui, sur la partie installation, il faut dire qu'on s'appuie sur l'expérience de l'amicale des Arméniens de Romans, qui a créé une petite fondation qui s'appelle AREG, et qui, au nom du Fonds arménien de France, pour le chantier Trachalak, par exemple, s'occupe de tout. C'est-à-dire, il coordonne les entreprises intègrent dans leurs équipes les élèves, les stagiaires des écoles professionnelles, notamment l'école professionnelle de Sévan, et on intègre aussi certains jeunes des villages dans lesquels on fait des installations. Donc, on a une compétence maintenant d'une douzaine ou d'une quinzaine d'installateurs qui vont installer en l'espace de 10-15 jours 50 familles. Donc, si vous voulez, voilà le genre d'action et de synergie entre deux associations, le Fonds arménien de France et l'amicale des Arméniens de Romans, qui est vraiment une amicale très dynamique. Et monsieur Ago Pajamian, qui a créé cette filière de formation au solaire, il y a de ça 3 ans, a vraiment beaucoup de mérite pour avoir mis en place cette idée et pour faire fleurir, en fait. C'est vraiment, l'étincelle, elle est partie de là. Alors, merci Rafi Hakimian pour votre intervention depuis l'Artsakh. Nous avons essayé de faire un tour rapide pour parler des différentes actions du Fonds arménien de France. Nous avons parlé de la Syrie et l'aide aux Arméniens d'Alep essentiellement. Nous avons parlé de ce beau projet qui est Eco-Davouch, donc le projet de Davouch qui a été initié par le Fonds arménien de France, avec la collaboration du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Donc, merci pour votre participation, Rafi Hakimian. Et nous continuons avec bon courage, monsieur Rafi. ici, pour rappeler quand même à nos auditeurs qu'il y a un numéro de téléphone, c'est le 0810 24 24 24, 0810 24 24 24. Vous pouvez appeler et surtout quand vous recevez des appels, soyez gentils de les accueillir de la meilleure manière et de faire un effort parce que vous l'avez compris aujourd'hui, vous l'aviez déjà compris certainement, que votre argent sert à ces populations qui vous attendent, qui ont besoin de nous. Et on peut avoir de l'eau chaude, en Arménie. Ou de l'électricité. Ou de l'électricité, bien entendu. Et en Artsakh. Bien sûr. Cette année, donc, le n'oublions grand pas projet, que l'essentiel du phonéton, une bonne partie des revenus, vont aller vers le projet donc solaire en Artsakh. Alors, nous avons eu Lyon, nous avons eu Marseille, nous avons eu Toulouse, mais on ne sait pas quelle est la situation dans la région parisienne, et c'est ce qu'on va tenter de savoir avec Christophe Dossikian, président donc du Fonds arménien de France, région Nord, ça s'appelle comme ça, je crois. Tout à fait. Donc, Christophe Dossikian, bonjour. Allô? Oui, voilà. On termine ce tour de table avec vous. Quelle est la mobilisation, quelle est l'ambiance dans votre centre d'appel? Ici, ça se passe très très bien. Il y a une très bonne ambiance. Ce week-end, il y aura bien sûr plus de monde que jeudi et vendredi. On est sur des très beaux plateaux, comme l'an dernier. Des plateaux professionnels. On a 85 postes à notre disposition, ce qui est bien. En rotation, il y a aujourd'hui un peu plus de 90 bénévoles qui sont inscrits, 105 pour demain, voilà. Donc d'autres bénévoles peuvent venir, mais vraiment on a beaucoup de bénévoles aujourd'hui, qui tournent sur les différents plateaux. Alors parmi les bénévoles, il y a des nouveaux qui arrivent, qu'il faudra former, parce qu'il faut quand même avoir un discours bien précis, bien rapide, assez professionnel et agréable. Comment ça se passe avec les nouveaux? Est-ce qu'il y a une vraie rotation au niveau par rapport aux anciens? Oui, c'est ça qui est plutôt, c'est ce rendez-vous donc qui donne quelque chose d'assez sympathique et d'assez dynamique en fait. C'est une rencontre au niveau de l'ensemble des bénévoles. Il y a bien sûr une partie de formation. On démarre avec une partie de formation pour bien maîtriser les différents projets pour l'année 2018 et puis bien maîtriser les différents outils, le mode d'approche des donateurs ou des prospects. On est très vite dans le bain en fin de compte. Ça marche très bien à ce niveau-là. Très bien. Et côté chiffres?
Côté chiffres, sur Paris, on est légèrement en dessous à la même heure que l'année dernière, mais vraiment légèrement. C'est essentiellement parce qu'il y a des très gros donateurs qu'on n'a pas pu contacter encore, mais qu'on va contacter. On en est précisément à 407 480 euros pour Paris. Et sur la France, on en est à 809 180 euros. Donc voilà, les choses avancent bien. Il y a encore cet après-midi, il y a encore demain, donc on est plutôt sur une bonne lancée en fait. Très bien. Écoutez, donc on fera un point demain à 13h pour voir où vous en êtes, même si on le sait, on l'a dit, c'est dimanche soir c'est même pas dimanche soir parce que les auditeurs, les donateurs peuvent à tout moment appeler le 0810 24 24 24. Ceux qui vont s'étonner de ne pas avoir reçu un coup de fil ce week-end alors qu'ils étaient sollicités depuis des années, eh bien, ils peuvent prendre l'initiative d'appeler le 0810 24 24 24 toute l'année. Mais n'attendez pas la fin de l'année, appelez dès lundi ou mardi, ou si vous nous écoutez, vous regardez cette vidéo sur YouTube, sur le site radio-ipfm.com, eh bien vous vous rappelez que effectivement cette année j'ai pas fait ce devoir j'allais dire national, et faisons-le, ce devoir de solidarité envers nos frères et sœurs de l'Artsakh. Artun Kevorkian, pour résumer un petit peu ces projets-là, la scierie, le solaire, la fromagerie, la ferme, les vaches, le développement de la région du Davouche, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc tout ça mérite une petite attention de la part de la communauté. Oui, si on essaye de prendre un peu de distance par rapport à ce que nous faisons à nos pratiques, on peut dire que on a très longtemps fait essentiellement des infrastructures clés en main, des écoles, des routes, etc., de l'électrification, de l'eau. Là, depuis 3 ans, on peut dire que nos interventions prennent une dimension plus. On essaye d'introduire une dimension de savoir-faire. Je pense que c'est essentiel, et il y a une idée, un arrière-plan derrière expérimental, un peu de laboratoire. La ferme de Loussat-Sauge, les coopératives qui sont autour, c'est un laboratoire. On expérimente et on essaye de montrer aux populations locales des nouveaux modèles de développement. Ça, je veux le souligner. Et l'amélioration de la qualité, l'exigence d'hygiène, vous voyez, il faut que ces gens apprennent à travailler autrement. Et l'exemple est la meilleure solution. Sur le solaire, c'est multidimensionnel. Il y a la dimension écologique, certainement, dimension sociale avec une aide directe aux familles sous la forme une baisse finalement de leur facture d'électricité. Et puis une culture écologique qu'on introduit dans ce pays et qu'il faut continuer à développer, faire attention un petit peu aux déchets, etc. Il faut qu'on ait des citoyens responsables. Et quelque part, et puis avec le solaire, on s'inscrit dans une logique internationale, une prise de conscience, une claire prise de conscience internationale qu'on ne peut plus continuer à polluer cette terre. Donc on se sent très à l'aise dans ce registre. Et puis, vous l'aurez observé, on l'a dit de manière un petit peu indirecte, on a essayé d'instaurer une synergie entre la formation qu'on assure, par exemple, dans le cadre de l'EPIM, où on forme des jeunes qui viennent principalement des zones rurales de l'Artsakh, qui sont même internes pour l'essentiel, donc avec un Andra Gatsaran qui se trouve à 100 mètres de l'école. Bien, on forme des jeunes, on leur propose un avenir finalement. Et puis avec notre intervention cette année, qui devrait se situer entre 400 et 500 000 euros dans notre intervention sur le solaire en Artsakh, on aide
à l'installation, au développement d'une nouvelle filière économique, probablement des entreprises même qui vont se créer dans la foulée. Et puis on va introduire aussi une culture écologique et une valorisation et stratégiquement une autonomie énergétique qu'il faut favoriser pour l'Artsakh, qui soit indépendant et capable même, je dirais, dans des circonstances exceptionnelles, de pouvoir continuer à avoir de l'énergie. Merci, messieurs, pour votre présence ce matin. Merci à tous les bénévoles, les donateurs qui font partie de ce voyage qui dure dans le temps et qui a pour but l'amélioration des infrastructures, le développement de l'Arménie et le développement de l'homme arménien sur sa terre. C'est peut-être la notion la plus importante qu'il faudra avoir. Et c'est tout ça est grâce à vous. Donc merci à vous tous ici présents et qui nous écoutons, qui nous écoutez. Donc merci Solen Kevorkian. Je rappelle que vous êtes le directeur du Fonds arménien de France. Harutun Kevorkian, secrétaire national du Fonds arménien de France. Milan Kurtjian, chargé de mission dans le cadre du programme solaire en Arménie. Nous étions également avec Rafi Ekimian, chargé de mission également, qui était en Artsakh ce matin. Jean-Jacques Guillet, président du CIGEF et maire de Chaville. Et nous étions évidemment avec Christophe Dossikian, Nicole Minassian, Richard Santourian et Gérard Karagosian, respectivement les présidents et des chargés des centres d'appel ce matin et cette semaine à Paris, à Lyon, à Marseille et à Toulouse. Merci à vous tous. Un point à 13h demain pour vous donner les derniers chiffres. Et lundi matin, le communiqué qui sortira donc du Fonds arménien de France avec les résultats finaux. Merci à vous tous et à la semaine prochaine. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.